Salut. Écoutez, nous on est très heureux de vous accueillir là sur cette première visioconférence de l'année. On a décidé avec Seb là, et puis toute le TR de renouveler cette action là qui avait plutôt bien marché l'année dernière avec l'idée de pouvoir partager avec vous un temps d'échange sur diverses petites thématiques, quoi. Voilà. Donc là, la thématique d'aujourd'hui, elle est principalement sur la vision de la préparation physique chez les jeunes de moins de 11 ans et les moins de 15 ans. Donc pour ça, là, on a invité Tanguy Crestel avec nous, qui est le référent de la préparation physique à la Ligue de Bretagne de tennis. Et puis, il y a Sébastien Villette aussi qui se représentera s'il veut, là, qui est le directeur fédéral de la performance. Voilà. En termes de recommandations avant qu'on commence, l'idée, bah voilà, maintenant la plupart vous êtes habitués, mais c'est de bien couper votre micro pendant l'intervention, de couper éventuellement votre caméra si vous n'avez pas une super connexion. Il y aura un temps de présentation qui sera relativement court et après l'idée c'est plutôt de partager des questions-réponses. Donc on sera là pour répondre à vos questions. Et la dernière chose, c'est bien vous préciser que cette visioconférence elle sera enregistrée tout simplement pour que les personnes qui sont absentes et notamment pas mal d'entraîneurs qui ont demandé à ce que cette visio soit enregistrée pour pouvoir la re-regarder ultérieurement. Voilà. Donc Seb, si tu veux, je te laisse la main et puis après, Tanguy pourra commencer son intervention. Voilà, Son juste intervention. compléter, comme disait Vincent, on a souhaité renouveler ces visios à destination des parents parce que c'est, je pense, important que vous ayez des informations de première main sur l'accompagnement de vos enfants. Le but là, c'est d'abord de faire une petite présentation via Tanguy, qui est donc le responsable de la préparation physique sur la Ligue, avec l'objectif de vous donner un niveau d'information suffisant sur comment accompagner votre enfant du mieux possible, vous en tant que parent, sur la préparation physique. Et en fait, j'aurais aussi une petite présentation qui n'était pas prévue, mais sur la dimension mentale, puisque la Fédération française de tennis vient de sortir un guide à destination des parents pour accompagner du mieux possible en termes de préparation mentale son enfant qui joue au tennis. Donc je vous ferai une présentation très rapide de ce document qu'on vous transmettra. Une fois qu'on aura fait les présentations avec Tanguy, le but c'est qu'on ait un temps d'échange. Et ce qu'a pas précisé Vincent, c'est que pour les échanges, ce qu'on vous demande, c'est de lever la main dès que vous avez une question, vous n'hésitez pas. Et le but, c'est vraiment que vous repartiez de cette visio avec toutes les réponses possibles aux questions que vous pourriez vous poser. Je laisse la main à Tanguy, donc Tanguy Crestel, qui est le responsable de la préparation physique sur la Ligue de Bretagne de tennis. Merci Sébastien, merci Vincent, bonsoir à tous. Alors, je vais partager un document. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, parfait. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la préparation physique, en tout cas notre vision, la vision que l'on a sur la préparation physique, donc sur les moins de 11 ans, puis sur celle des moins de 15 ans. Et en dernier point, je ferai un petit temps sur comment pouvez-vous accompagner donc votre enfant sur la préparation physique, sur les temps éventuellement d'entraînement, mais aussi sur l'accompagnement en tournoi. Premier point, chez les moins de 11 ans, en termes de développement, on parle de conditions motrices. Conditions motrices, pour ces enfants de l'âge-là, puisqu'il y a différents points à développer et je vais vous les présenter. On a trois points importants à développer. Le premier, c'est de pouvoir favoriser une éducation sportive globale par une approche plutôt polysportive, avec dans l'idée de faire en sorte que les enfants soient des sportifs complets et qu'ils ne soient pas trop vite spécialisés. Deuxième point, c'est qu'ils puissent développer en gros leur processus psychomoteur optimal,
Très simplement, c'est développer la motricité dans sa globalité. Et la motricité, telle que savoir courir, sauter, savoir lancer, glisser, grimper, attraper, ramper, des choses qui peuvent paraître peut-être banales, mais qui ont tendance à se perdre un petit peu. Et donc, pour pouvoir avoir un développement complet de la même manière chez ses enfants. Et en troisième point, l'idée est de développer les qualités physiques, celles qui sont ciblées pour cet âge-là, c'est-à-dire la vitesse de réaction, l'agilité et aussi mettre en place une approche fonctionnelle sur du renforcement. Alors du renforcement dans le but de développer la force. Il n'est pas question de mettre des charges lourdes avec les enfants, c'est pas le but, mais par contre, on peut quand même faire du renforcement et l'approche fonctionnelle, elle a pour objectif de développer l'apprentissage des postures et de développer la force dans un mouvement, et non pas la force sur une articulation ou un seul groupe musculaire, mais vraiment développer le mouvement pour que le sportif et que donc l'enfant sportif soit toujours développé de manière équilibrée et stable. Qu'est-ce qui est mis en place sur la ligue donc chez les moins de 11 ans? Eh bien, premier point, l'idée, c'est pouvoir pratiquer un autre sport en plus du tennis. Euh, Quelle qu'elle soit, ça peut être de l'athlétisme, ça peut être de la natation, ça peut être des sports collectifs, de la danse, peu importe, du hip-hop, ce que vous voulez. Le but étant que une autre activité puisse développer d'autres habiletés motrices et que l'enfant puisse ne pas se spécialiser trop rapidement. Si c'est pas possible, potentiellement, on essaiera et on essaye de mettre des créneaux multisports ou en tout cas de proposer des pratiques multisports sur des créneaux d'entraînement pour pouvoir aller chercher des transferts avec d'autres activités et aller chercher d'autres habiletés motrices pour qu'ils puissent s'adapter dans différents domaines et dans n'importe quelle situation. Deuxième point, c'est sur la prépa physique, donc elle va être intégrée dans les séances tennis, principalement avec des coachs ou des prépas physiques, ça dépendra un petit peu de l'environnement. Sur 20 à 30 minutes max sur chaque séance, le but étant d'avoir une certaine régularité sur le développement de la préparation physique. On préfère qu'il y ait des temps réguliers sur plusieurs créneaux plutôt que d'avoir un seul créneau prépa physique qui finalement on va essayer de tout mettre dans ce créneau-là et puis ça reviendra qu'une fois par semaine, donc c'est pas très intéressant. Dans cette organisation de la régularité, les points importants qui vont être abordés, ce sera donc le développement des habiletés motrices, adresse, coordination, équilibre, avec les différents points que j'ai évoqués en amont et des exercices de mobilité, d'apprentissage postural en complément du développement des qualités physiques que j'ai abordé juste avant aussi. Deuxième point, la préparation physique chez les jeunes de moins de 15 ans. Donc là, il y a une certaine évolution. On parle plutôt de conditions physiques, en tout cas de développement de la condition physique chez ces jeunes. Et chez les moins de 15 ans, on va avoir un point important, un point clé important. Pour les filles et pour les garçons, on va rentrer dans la période pubertaire, donc dans cette période-là. Sachant que on parle de pic de puberté, et nous on parle plutôt de pic de vélocité de croissance. Chez les filles, ça arrive dans l'année des 12 ans. Chez les garçons, en moyenne, ça arrive dans l'année des 14 ans. Et un an avant ce pic et un an avant ce pic, eh bien, il y a une certaine vigilance à avoir dans l'accompagnement. Et selon effectivement l'arrivée de ce pic, ça nous permet, nous, de déterminer et de pouvoir développer d'autres qualités et d'autres éléments. Donc vous pouvez voir effectivement donc, cette distinction chez les filles, chez les garçons. Donc les filles à gauche, les garçons à droite, et l'évolution que l'on a par rapport à la mise en place de la préparation physique. Les objectifs chez les moins de 15 ans en lien avec cette particularité, eh bien, on se doit d'adapter les contenus et la programmation en fonction
individuelle des évolutions morphologiques et psychologiques liées à cette période pubertaire. Donc, chaque enfant a son propre rythme et c'est pour cela que pour certains, eh bien, on a des évaluations morphologiques pour pouvoir déterminer le pic de vélocité de croissance et permettre d'être au plus près, en gros, de la réalité. En deuxième point important, eh bien, on va s'atteler beaucoup plus à développer le renforcement, en tout cas le modèle fonctionnel de l'entraînement, avec de la musculation profonde. Alors, musculation profonde, c'est surtout aller toucher les muscles profonds. Donc, les muscles profonds, ce sont les muscles posturaux et autres, liés à des postures, liés à du renforcement musculaire. En plus de cela, on intègre toujours le côté développement de l'agilité avec la vitesse et coordination. Le but est de développer toujours aussi leur niveau de proprioception, et donc là je parlais plutôt d'équilibre, et de même développer aussi leur niveau de souplesse, puisque avec la croissance et le pic de véloté de croissance, les enfants et donc les préados, ados vont grandir, et en grandissant, la tendance est que les os se grandissent plus vite que les muscles, et pour cela, il faut réussir à assouplir les groupes musculaires pour éviter les raideurs et éviter les blessures. Troisième point, ce sera donc l'objectif de développer les qualités physiques. Et ces qualités physiques, ils vont vraiment être orientés dans cette période-là sur l'endurance, la souplesse, la force et les vitesses. J'ai mis vitesse avec un S parce qu'il y a plusieurs vitesses. On intégrera toujours vitesse de réaction. Il y a aussi tout ce qui est vitesse de démarrage, et, vitesse de course et tout ce qui est vélocité, vivacité et ainsi de suite. Dernier point, on continuera à optimiser les éléments de la performance motrice. Donc les éléments de la performance motrice, c'est ce que j'ai évoqué chez les moins de 11 ans, d'accord, pour être toujours en plein développement des différentes habiletés motrices entre la coordination, l'adresse et ainsi de suite. La mise en place sur la ligue, donc pour les moins de 15 ans, on va commencer à mettre des séances prépa physique à part entière. Donc là, pas forcément en lien avec le coach tennis. Alors quand je dis pas en lien, pas en même temps, c'est toujours en lien, toujours en relation avec les coachs, bien évidemment. Objectif, mettre en place le développement fonctionnel, mettre en place le développement de la force et mettre l'accent sur 3 articulations clés qui sont l'épaule, la hanche, ou en tout cas les hanches et les pieds, afin que l'épaule du tennisman soit plus solide, plus résistante et surtout pas douloureuse, que les hanches et les pieds puissent être mobiles et dynamiques. Le but aussi sera de développer la mobilité et les différentes amplitudes articulaires, puisque nous aurons, dans cette période, comme j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, des os qui vont grandir un peu plus vite que les groupes musculaires. Donc, on va intégrer de la souplesse musculaire en plus, et surtout sur la période de croissance osseuse, donc dans la période du pic de vélocité de croissance. Point numéro 2, dans le même fonctionnement que pour les moins de 11 ans, on intégrera aux séances tennis avec les coachs toujours de la régularité sur des temps assez courts, 20-30 minutes, d'accord, plusieurs fois par semaine, pour cette fois-ci garder l'optimisation de la prépa motrice, adresse, agilité, équilibre. Donc il y a moins de points à développer sur ces séances-là. Par contre, on cible un point en particulier, donc développer, continuer à optimiser la prépa motrice. Troisième et dernier point, le but chez les moins de 11 ans, ce sera d'apprendre les routines d'échauffement, d'avant-entraînement, d'avant-match, de rééquilibrage musculaire, de récupération, des choses que les enfants doivent commencer à prendre conscience de l'importance pour pouvoir tenir, pour limiter le risque de blessure, pour pouvoir enchaîner les entraînements, enchaîner les matchs et ainsi de suite. De même, ces différents éléments doivent leur permettre aussi de savoir s'entraîner lorsqu'ils partent en tournoi. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en tournoi,
Les enfants, parfois, savent pas trop quoi faire. Une fois que le match est terminé, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place pour continuer à se développer, continuer à se préparer, à bien récupérer. Donc, différents éléments que l'on va évoquer un petit peu plus tard. En lien avec la mise en place de ce que j'appelle l'entraînement invisible. Et ce point-là, c'est le point que je vais évoquer sur l'accompagnement donc de votre part avec vos enfants, puisque l'entraînement invisible a une grande responsabilité dans le suivi, l'accompagnement et l'objectif de performance pour la suite. Le dernier point, donc comment accompagner votre enfant. Je suis parti du principe où, bien évidemment, ben, vous êtes un point clé dans le développement de vos enfants et que l'accompagnement va se faire au fur et à mesure, de manière régulière. Et pour pouvoir, en gros, les aider alors, à atteindre leur meilleur niveau, à atteindre de la performance. J'ai pris les exemples, effectivement, des vainqueurs de Grand Chelem, mais dans l'idée, c'est de pouvoir être performant et tenir le plus longtemps possible, effectivement, et savoir s'entraîner régulièrement, savoir bien récupérer et mettre en place des éléments qui permettent d'être meilleur et de pouvoir prendre du plaisir le plus longtemps possible. Donc, je parle d'entraînement invisible et des différentes routines. L'entraînement invisible, pour moi, ce sont déjà 4 points très importants sur bien s'hydrater, bien s'alimenter, bien se soigner, bien dormir. Les 4 premiers points qui vont permettre de gagner en performance et puis surtout de pouvoir optimiser en gros son tennis et optimiser sa condition physique. En termes d'alimentation, d'hydratation, j'ai fait très court et j'ai pas voulu rentrer dans qu'est-ce qu'il faut manger sur chaque repas. Ça c'est à voir selon chaque famille et un accompagnement peut-être spécifique si besoin est. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir apporter des éléments sur les moments clés en entraînement comme en match, avec des apports de glucides, des apports de protéines, des choses faciles à manger. Donc, j'ai pris l'exemple des barres de céréales, d'accord, qui sont pleines de glucides et qui sont intéressantes avant les matchs pour éviter la fringale, mais aussi pendant les matchs. Et j'ai pris l'exemple de la compote, qui est quelque chose d'assez facile à digérer quand on est en plein match, ce qui permet donc d'avoir les muscles qui vont être totalement disponibles et surtout l'afflux sanguin dans les muscles disponible pour la performance et non pas pour la digestion. Et le yaourt à boire qui permet à la fin des matchs, à la fin des entraînements, d'apporter de l'énergie qu'on aura utilisée durant l'effort mais en plus de ça, qui est riche en protéines. Et les protéines sont très importantes pour pouvoir resynthétiser les groupes musculaires, les cellules musculaires, et donc bien récupérer. Et dans l'idéal, ce yaourt à boire, c'est un exemple, hein, dans l'idéal, ce yaourt à boire est à prendre dans les 30 minutes qui va suivre la fin d'un match ou la fin d'un entraînement, pour optimiser l'assimilation par l'organisme des protéines et des glucides. Exemple de choses que l'on peut consommer pendant un match. Vous avez ce qu'on appelle des gels, des petites barres énergétiques, des compotes, des bananes, des pâtes de fruits. L'idée dans les matchs, c'est de pouvoir apporter des sucres rapides, clairement. Des sucres rapides qui vont vite être assimilés, vite être consommés pendant le match et donc disponibles pour l'effort que l'on va donner. Bien évidemment, il ne faut pas trop manger. C'est pour cela que je préconise une petite bouchée au changement de côté. En termes de boisson, il est possible de se faire sa propre boisson d'effort, de l'eau, un peu de sirop, un peu de sel, une pincée de sel, ce qui permet d'avoir un peu de glucides sous forme liquide, donc facilement assimilé, un peu de sel pour pouvoir limiter la déshydratation, d'accord, et puis de l'eau avec les différents sels minéraux que vous pouvez retrouver. En lien avec ces éléments-là et donc l'hydratation, ici, vous retrouvez un petit tableau qui va donner
une orientation sur la manière de s'hydrater, puisque c'est très important que les enfants prennent des habitudes aussi en termes d'hydratation, la consommation qu'ils doivent avoir sur la journée en eau, aussi la consommation qu'ils peuvent avoir sur les entraînements, d'accord, et aussi post-entraînement ou post-match, avec l'objectif de pouvoir apporter des sels minéraux, de pouvoir apporter des éléments qu'on va pas retrouver dans toutes les boissons, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai proposé sur la droite des boissons gazeuses. Après, il faut aimer les boissons gazeuses, mais il y a certaines boissons qui vont être riches en potassium, riches en sodium, en calcium, en zinc, magnésium, et ces boissons peuvent être importantes effectivement en termes de récupération. Donc, un peu plus bas, j'ai évoqué comment préparer sa boisson d'effort, donc avec du jus de raisin, 1 gramme de sel et 1 litre d'eau, ce qui évite peut-être de s'acheter des boissons d'effort, mais au moins qui permettent d'apporter et des glucides et de rester hydraté. Deuxième point ou troisième point, c'est le sommeil. Donc là, l'entraînement invisible, c'est le sommeil en lien avec la récupération. Il faut optimiser la récupération des enfants, puisqu'ils ont quand même un rythme parfois assez soutenu entre le scolaire, entre les activités, dont le tennis, et les enfants ont tendance à dormir de moins en moins parce qu'il y a des éléments perturbateurs pour qu'ils soient performants et pour qu'ils puissent aussi réduire les périodes où il y a de la fatigue, eh bien, il ne faut pas négliger ce temps de sommeil. Donc là, j'ai évoqué entre 6 et 12 ans, il faut entre 9 et 12 heures de sommeil, ça dépend des individus, entre 13 et 18, entre 8 et 10 heures. Donc attention à ce que vos enfants puissent avoir assez de sommeil chaque nuit pour pouvoir être en gros optimiser la journée d'après. Pourquoi le sommeil a un rôle important? Eh bien, ça va aider dans le développement et donc dans différents domaines. Le premier, ce sera le maintien de la vigilance, d'accord? Un maintien de la vigilance dans différents domaines, que ce soit scolaire, que ce soit sportif ou autre. Ça permet de reconstituer aussi les stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses, ce qui permet donc le lendemain d'être plus à même de pouvoir répondre à une sollicitation d'entraînement. De même, ça va aider à développer, à produire des hormones, d'accord, dont l'hormone de croissance, donc pour bien grandir, l'hormone de la mélatonine, qui aide à l'endormissement et donc l'hormone du sommeil. Et tout cela va avoir un impact en fait sur bah, leur capacité en tant qu'enfant, pré-ado, à bien se développer. Autre point, ça va aider à réguler certaines fonctions essentielles, telles que la glycémie. OK, par rapport à la gestion du sucre, en fait, dans le sang et donc lorsqu'il y a des problématiques de sommeil et pas assez de sommeil, ça peut créer quelques perturbations sur le métabolisme et donc amener soit du surpoids, soit des problématiques de diabète. Autre point, ça aide à stimuler les défenses immunitaires, donc ce qui veut dire que les enfants potentiellement tombent moins malades pour pouvoir en gros, tenir les entraînements et avancer dans l'année en étant le moins arrêté possible. Vous avez aussi le sommeil qui va aider au développement et puis surtout à l'apprentissage, à la mémorisation des éléments qui vont pouvoir soit voir effectivement à l'école, mais aussi voir avec les différents coachs et mémoriser et apprendre peut-être les nouveaux points techniques qu'ils auront développés avec leur coach. Je parlais des éléments perturbateurs. Les éléments perturbateurs que l'on retrouve, c'est souvent maintenant bah, les écrans, la musique le soir, les écrans, la lumière bleue qui vont limiter effectivement la sécrétion de mélatonine, qui elle est l'hormone du sommeil. C'est l'inconvénient. Il faudrait éviter les écrans minimum 2 heures avant d'aller se coucher pour ne pas être perturbé et pour avoir un endormissement assez rapide. Quelques conseils pour favoriser le sommeil avec les enfants. Éviter les activités excitantes le soir. Éviter une alimentation trop sucrée le soir. Proposer peut-être un bain ou une douche avant d'aller dormir pour pouvoir se détendre avant d'aller au lit.
Température conseillée dans la chambre, il faut que ce soit assez proche de 18 degrés à 18,5 degrés pour pouvoir enfin, éviter d'avoir trop chaud et bien évidemment la qualité de la literie. Pour les soins et récupération, c'est le dernier point de ce pilier de 4 éléments. Je parle de protocole blessure. Protocole blessure, c'est très important de pouvoir communiquer avec les coachs lorsqu'il y a un petit bobo, un pépin, et ne pas hésiter à rapidement aller voir un médecin du sport, aller voir peut-être votre kiné, aller voir l'ostéo, ça dépend comment vous fonctionnez. Mais ce point, plus vite il va être pris en charge lorsqu'il y a blessure, douleur, et bien moins longtemps il y aura peut-être arrêt. Et l'objectif étant d'avoir zéro arrêt ou en tout cas le moins d'arrêt possible parce qu'il y a une douleur, une blessure. Plus les enfants pourront s'entraîner régulièrement et plus ils pourront progresser. Sans oublier quelques contrôles chez le dentiste, chez le podologue, pour faire des contrôles à la fois sur l'équilibre, l'organisation au niveau des appuis, au niveau des hanches, du bassin, et chez le dentiste pour éviter peut-être quelques inflammations au niveau des tendons. Dans les soins et la récupération, j'évoque tout ce qui est lié au retour au calme, la douche, le sommeil, les étirements, la relaxation. Des points aussi que bien souvent les enfants oublient un petit peu dans le retour au calme. Ils oublient de faire leurs étirements, ils oublient d'avoir des temps de relaxation aussi pour eux. Ils oublient parfois en tournoi de prendre leur douche. C'est très important de pouvoir le faire pour pouvoir bien récupérer et se sentir à la fois propre et prêt à repartir peut-être au prochain match qui va arriver quelques heures après, et ainsi de suite. J'en viens aux routines et donc à l'accompagnement que vous pouvez mettre en place avec vos enfants sur les tournois. Le premier point sur le tournoi, c'est de vous assurer effectivement que les enfants s'échauffent. S'échauffer, ça va être très important pour se préparer, s'organiser à rentrer dans le match. Comment s'échauffer? Et j'ai mis des choses très rapides. Faire une montée en température du corps, créer de la mobilité sur les épaules, chevilles, genoux, hanches et mettre quelques gammes athlétiques afin de se préparer effectivement à se déplacer vers l'avant, vers l'arrière, latéralement, sauter et ainsi de suite. Mettre en place un petit peu de stretching dynamique afin de solliciter les groupes musculaires. Il faut que ce soit assez court en termes de stretching plus des mouvements dynamiques. Et enfin, quelques accélérations pour pouvoir retrouver des choses qu'ils verront sûrement durant le match. Donc là, ce sont vraiment des points, c'est très rapide, très ciblé. Après, ils auront des protocoles, j'imagine, d'échauffement avec les coachs, avec les préparateurs physiques, et ces protocoles doivent leur permettre de bien se préparer. Mais vous, votre rôle, c'est faire en sorte qu'ils puissent arriver suffisamment tôt sur le tournoi pour faire et mettre en place l'échauffement. S'il y a plusieurs matchs dans la journée, eh bien, il y a un deuxième échauffement qui sera peut-être un peu plus court, mais il y a obligatoirement une ressollicitation pour pouvoir se préparer aussi à rentrer dans le match. Deuxième point, eh bien, il y a Pardon, j'ai un souci, voilà. Deuxième point, il y a aussi le retour au calme. Le retour au calme, ça passe par se doucher, se changer. Et alors des fois, si on ne peut pas se doucher, au moins avoir un change. C'est très important pour se sentir propre, pour pouvoir avoir une tenue qui soit sèche, pardon, et pour pouvoir être prêt à se remobiliser un petit peu plus tard. S'hydrater, s'alimenter, donc des conseils que j'ai pu donner tout à l'heure en termes d'hydratation et d'alimentation post-match, post-entraînement, post-match, et se reposer, avoir un temps calme avant le prochain match. Se reposer, ça peut être effectivement un temps d'étirement. D'accord? Un temps d'étirement, c'est un temps calme qui permet aussi de redescendre un petit peu la pression, redescendre en température, avoir un temps pour soi, sans être avec d'autres enfants peut-être qui sont aussi sur le tournoi. C'est important d'avoir ce temps-là. Ça aide à s'approprier
quelques techniques d'étirement. Ça permet aussi de prévenir les blessures pour la suite. Et chez les enfants, même si l'impact en termes de développement, de souplesse va être moindre pour l'instant, ça aura un réel impact une fois que ils auront approché leur pic de vélocité de croissance et surtout après ce pic avec la masse musculaire qui va grandir. Donc c'est très important de prendre déjà des routines et des habitudes. Dernier point, on est sur les routines de prévention. Ces routines de prévention, elles sont orientées sur quelques éléments, tels que du renforcement fonctionnel adapté, sur orientation coach prépa physique, que l'on peut mettre en place sur les tournois, sur quelques préventions, renforcement sur les épaules, le rachis, donc le tronc, les hanches, afin de libérer certaines tensions, créer de la mobilité, suite aux matchs que l'on peut avoir et selon la physionomie du match, eh bien, on peut avoir quelques crispations, quelques tensions à la fois nerveuses, musculaires. Eh bien, l'idée, c'est que ces temps de prévention, de routine, puissent aussi à la fois libérer et créer ce que j'appelle du rééquilibrage musculaire aussi par rapport aux fortes sollicitations du tennis et continuer à s'hydrater régulièrement et s'alimenter en prévision du match qui va arriver. Donc, ne pas mettre de côté effectivement les petites barres et autres. Tant que le match n'est pas là, il faut continuer à s'alimenter, à s'hydrater pour éviter les coups de mou durant le match qui va suivre ou les matchs qui vont suivre et éviter la déshydratation qui pourrait subvenir, surtout lorsque vous êtes sur des périodes de tournois durant l'été, des fois il y a des fortes chaleurs. Très important de boire régulièrement, de se mettre à l'ombre et ainsi de suite. Voilà pour ma présentation. Euh, on verra les questions après l'intervention de Sébastien. Je vais donc arrêter le partage et on reviendra dessus pour ceux qui auront des questions. Seb, je te laisse la main. Ouais, merci Tanguy pour cette présentation à la fois complète et précise. Moi, je veux juste vous présenter, tant qu'on est sur les contenus un peu descendants, du coup, je vous en parlais sur la dimension mentale cette fois-ci et pas du tout sur la dimension physique. Euh, le document qui est sorti cette semaine et qu'on vous transmettra à tous, qui est un petit guide pour savoir comment accompagner son enfant au sein de l'univers tennis en termes de dimension mentale. Le partage fonctionne bien? Tout le monde voit Oui. le document? Parfait. Et en fait, ça sera un document interactif. Alors, il n'est pas encore complété, mais donc, vous voyez dans le sommaire notre rôle de parent auprès de notre enfant joueur de tennis, l'univers tennis selon la dimension psychologique et mentale de la Fédération française de tennis, euh, un sport qui permet un certain nombre de choses, vous le verrez, je vais le présenter très vite. Une description du rôle des accompagnateurs, donc soutenant et conscient. Le parcours de parents dans l'univers tennis et qui est pas simple. C'est pour ça qu'on essaye de vous faciliter la tâche, même si elle est complexe. Un petit onglet sur quand votre enfant est repéré alors par un club, un comité, une ligue, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous. Et enfin, l'intérêt du tennis, une école pour la vie. Les parents qui ont déjà assisté aux réunions savent que pour moi, c'est un élément important dans la formation et le parcours de formation que le tennis serve aux enfants. Je vais aller très vite, on ne va pas rentrer dans le détail. Le document vous sera transmis. C'est juste pour vous préciser que dans ce document, en fait, quand vous cliquerez sur chaque petit onglet, il y aura des capsules vidéo pour vous expliciter un peu tous les termes la fédération a voulu ce guide interactif. Donc voilà, notre rôle de parent auprès de notre enfant, votre rôle. Vous voyez, le document est assez simple, donc je passe très très vite parce que le but là, c'est pas de rentrer dans le détail. Euh, Votre rôle est très important, il est détaillé. Une explication de ce qu'est le tennis pour les enfants en termes de dimension mentale. Donc voilà, un jeu, hein, en premier, c'est le plus important, un duel, etc., etc. Le tennis est un sport riche qui développe le goût de l'effort, qui apprend à traverser les états émotionnels, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, de vivre des réussites et des frustrations, etc., etc. Évidemment que ça doit vous parler. Et encore une fois, quand vous cliquerez sur les éléments, vous aurez des petites capsules vidéo pour illustrer tout ça. Votre rôle plus précis, évidemment, le rôle des accompagnateurs, le désir
de bien faire, mais surtout de faire réussir votre enfant. Donc je vous laisserai découvrir tout ça tranquillement. Le rôle des accompagnateurs, il y a évidemment les parents, l'entraîneur du club, etc., etc. On reprend tous les items dans votre rôle de parent. Voilà, je déroule juste le document pour que vous voyez qu'il est assez complet, assez simple, et il pourra faire l'objet de différentes questions de votre part. Voilà, sur ce document, on vous le transmettra par mail et il va être disponible en fait par accès dans tous les clubs. Il y aura une affiche qui va être envoyée là dans les semaines qui viennent par la fédération où il y aura un QR code pour pouvoir accéder directement au sein du club à ce document. Donc nous, on vous le transmettra directement, mais vous aurez aussi accès au club, ce qui permettra d'en discuter avec l'entraîneur du club, avec d'autres parents, etc., etc. Le but, c'est que ça soit facile d'accès. Donc dans tous les clubs, il y aura une affiche avec un QR code pour accéder directement à ce document. Vincent, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, non, écoute, on l'enverra en même temps que le PowerPoint là, de présentation de Tanguy, là, soit demain ou en début de semaine prochaine. Ouais. Après, bah là, c'est le temps des questions, donc bah, c'est ce que j'avais dit, hein, la parole est ouverte, soit en levant la main, et puis vous posez votre question en direct, ou soit via par écrit, via la conversation, et puis on relaiera la question à tout le monde. Je serais surpris qu'il n'y ait aucune question. Donc c'est moi qui vais t'en poser, Tanguy. Vas-y. Alors moi, je vais te poser une première question. En termes d'hydratation, tu as dit dans ta présentation que il fallait boire avant, anticiper. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus ça? Et notamment quand les parents accompagnent les enfants à l'entraînement ou au match, euh, ce qu'ils Alors, en peuvent gros, il faut tout. expliquer en termes d'hydratation pour les uns et les autres, puisque souvent c'est quelque chose qui est mal, alors soit mal connu, soit mal appliqué. En fait, dans l'idée, c'est de pouvoir boire un peu régulièrement avant d'arriver sur le match ou sur l'entraînement, sans forcément prendre une boisson d'effort d'avant-match. C'est surtout boire de l'eau et faire en sorte que les enfants n'arrivent pas déshydratés. Un bon moyen de savoir si les enfants ne sont pas déshydratés, hein, c'est clairement la couleur des urines. Si les urines sont assez transparentes, bah, votre enfant à consommer suffisamment d'eau. Si les urines ne sont pas transparentes, sont jaunes, effectivement, ça veut dire qu'il y a un manque d'hydratation avant de pouvoir rentrer sur l'entraînement ou sur le match. Donc, quand vous êtes en tournoi, l'idée est de pouvoir avoir toujours bah, la bouteille, la gourde à côté, que ce soit rempli et que ce soit bu régulièrement par petites gorgées. C'est pas boire un demi-litre d'affilée en se disant c'est bon parce qu'après ils vont aller aux toilettes sans arrêt. C'est surtout pouvoir boire par petites gorgées régulièrement. Et du coup, pour compléter, ne pas dire à votre enfant qu'il ne doit s'hydrater que pendant le match. Ce qui est important, c'est de s'hydrater avant, voire après, par petites doses, comme le dit Tanguy, mais pas uniquement pendant le temps du match. C'est trop tard de boire pendant le match, et c'est important de pouvoir boire avant. Question d'Amine, y a-t-il des boissons ou des aliments à éviter lors de l'entraînement ou d'un match? Ben, je dirais les boissons trop sucré. Il y a des Mm. boissons qui existent. Enfin, en tout cas, n'allez pas sur un match ou un entraînement avec un Coca, un Fanta. Je sais pas si je vais citer des marques, mais en Oh, tout tu peux. cas, vous avez quelques boissons d'effort qui existent. Vous pouvez la créer vous-même. Hein, c'est très simple. De l'eau, du jus de raisin ou un peu de sirop dedans pour avoir apporté un peu de glucides, un peu de sel. Euh, à ma connaissance, moi, je ne vois pas ce qui pourrait ne pas convenir pour les matchs. Après, chez les enfants, je pense pas qu'ils prennent du café ou du thé, mais ce sont des excitants. Et donc ça, c'est le type de boisson où il faut pas forcément avoir effectivement bah, soit avant les entraînements, soit avant les matchs. D'une Et en manière termes générale,
Excuse-moi Tanguy. Vas-y. Il faut éviter tout ce qui est trop sucré, et dans les boissons, et dans les aliments. Et ensuite, sur les aliments que les enfants, que vous mettez dans leur sac pour qu'ils consomment pendant les matchs, il faut juste faire attention que ce soit des aliments qu'ils digèrent bien et facilement. C'est le plus important. Donc bah, ça, au fur et à mesure du temps, on le sait, mais des choses très simples comme des pâtes de fruits, des dattes c'est pas trop sucré et c'est bien. Et éviter voilà, tout ce qui est j'allais dire, produits transformés avec sucre ajouté ou friandises et autres, c'est absolument contraire à la performance. Ça peut faire du bien après un match, mais pour l'effort physique de vos enfants pendant les matchs, c'est à proscrire. Exactement. Il y avait une deuxième question, si j'ai bien lu, je crois que c'est sur le 1,5 Oui. litre par jour. Bien évidemment, 1,5 litre par jour, c'est quand on ne fait pas d'activité. Donc quand on fait du sport et qu'on se dépense, il faut quasiment presque doubler la consommation en eau. Après, je suis passé très rapidement sur le petit document de l'hydratation. Ce document-là, vous l'aurez à disposition. Il existe un moyen assez simple de calculer la consommation d'eau que vous avez besoin pour un entraînement. C'est un petit test à faire. Il faut se peser avant, se peser après, pour savoir effectivement la consommation d'eau que vous avez perdue. Et grâce à cela, vous pouvez déterminer en moyenne ce que vous devez boire par entraînement. D'accord? Bien évidemment, ça peut varier selon le temps, hein, s'il fait un temps plutôt sec et froid ou un temps très chaud et très humide, on a tendance à transpirer beaucoup plus. Ces variations-là, elles existent. Mais d'un point de vue moyenne générale, il faut être au minimum à 2,5-3 litres d'eau par jour. Alors, pour compléter par rapport à la question, oui, pour les très jeunes, c'est trop. Et il faut voir aussi, alors là, il y a des parents de différents, enfin, d'enfants de différents âges et qui ont une pratique d'intensité différente. C'est à pondérer par rapport au volume de pratique et l'intensité à laquelle jouent les enfants et leur âge. Sur les plus jeunes qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine sur terrain orange, évidemment qu'on n'est absolument pas dans les mêmes quantités. Et ça, bah, c'est à accompagner au fur et à mesure que les enfants, enfin les volumes sont augmentés quand les enfants grandissent et quand l'intensité des entraînements et l'intensité physique grandit également. Euh, Question d'Alexis, pour connaître les bons exercices de coordination, y a-t-il un lien ou une vidéo à conseiller? Alors, je crois qu'il y a une question avant, c'est sur les Ah, surfaces pardon, à privilégier pour protéger les articulations vas-y. idéalement. Bah, j'ai envie de vous dire, là, de toute façon, les surfaces, ça va dépendre de l'endroit où ils vont pouvoir s'entraîner et jouer. Il n'y a pas particulièrement de surface. Le tennis, c'est un sport où on va changer de surface. Donc, j'aurais tendance à dire où il faut s'habituer et il faut plutôt s'adapter ou s'entraîner à s'adapter aux différentes surfaces. Plus vous allez avoir une capacité à changer de surface, à vous adapter, eh bien, je pense meilleur l'enfant sera lorsqu'il arrivera sur une nouvelle surface. Maintenant, les surfaces, elles ne sont pas non plus en très grand nombre. Il y en a trois différentes, quoi. Et moi, je vais compléter ta réponse. Le plus important, c'est surtout les chaussures, les tennis. Il faut être très attentif et très précautionneux à la qualité des chaussures et à leur état pour protéger les articulations sur les enfants. Ça, en général, les entraîneurs s'en rendent compte et conseillent, mais votre rôle de parent, c'est de faire attention que vos enfants aient des chaussures adaptées et en état, j'insiste bien sur le et en état, pour leur pratique. C'est encore plus important que le type de la surface, en fait. J'en profite, je rebondis sur le type de chaussures. Conseil, lorsque vos enfants font de la course, par exemple, vont s'entraîner, eh bien, c'est préférable d'avoir des chaussures de course, des chaussures de running et autres qui soient plutôt récentes. En gros, faut changer tous les ans. S'il y a une forte sollicitation, il faut être changé tous les 6 mois. Ça va aider à protéger les articulations, protéger le pied et ainsi de suite. Et ne pas hésiter effectivement à changer de chaussures quand on est à l'entraînement parce qu'on passe d'une activité à une autre, s'il y a besoin. Ça fait partie aussi, de ces précautions. Et je compléterai avec des chaussures à la bonne taille, hein, parce que Mm. bah, les pieds des enfants ils grandissent et souvent il y a des pathologies à cause de chaussures qui sont trop petites. Dans la pratique intensive pardon, dans une pratique intensive, un budget sur lequel il faut vraiment pas renier, c'est les chaussures.
C'est vraiment, vraiment le plus important. Et vos enfants grandissent vite, donc c'est évidemment un budget qui peut devenir conséquent. Mais pour protéger, alors là c'était sur les articulations, mais l'ensemble de leur appareil locomoteur, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Du coup, question d'Alexis, pour connaître les bons exercices de coordination, lien ou vidéo conseillé. Là, j'en ai pas comme ça à donner des liens ou des vidéos conseillées sur les exercices de coordination. Y a-t-il des choses précises que tu veux savoir, Alexis, ou c'est assez difficile là de répondre à ça? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, Ouais, bonjour. Non, non, bah, c'est vrai que j'ai pas souvenir qu'on en ait beaucoup eu en fait et du coup, on connaît pas tant que ça quoi, finalement et puis comme tu disais que c'était, assez intéressant, la partie motricité et tout là donc voilà. Dans l'idée sur la motricité, hein, déjà sur les enfants, c'est pouvoir essayer de proposer un max euh, de pratique ou en tout cas de jeu en lien avec les choses qui sont très simples hein, sur savoir courir, savoir se déplacer, savoir lancer, savoir réceptionner aussi. Ne serait-ce que des jeux de lancer avec des balles, des ballons à une main, main droite, main gauche, derrière la tête, au-dessus de l'épaule, en dessous de l'épaule, de dos et ainsi de suite. Ça crée des éléments qui vont être différents et ça va créer de l'adaptation et de la progression. Après, on peut varier aussi les balles. Prendre des balles peut-être toutes petites, des balles un peu plus grosses, ça va aider à travailler la poigne et les prises de balles, des ballons. Et le handball, pour ça, est pas mal. S'entraîner, faire peut-être soit du basket, du handball, jouer avec vos enfants, si vous avez la possibilité de jouer avec eux sur différents sports co, même à la maison, sur des petits jeux comme ça, et varier. Effectivement, les approches, ça créera déjà de la diversification dans les habiletés motrices. les exercices les plus simples sont les meilleurs en termes de coordination. Et tout ce qui met en fait l'enfant en action avec le haut et le bas le fait progresser. Donc tout ce qui est jeu de balle avec des déplacements, c'est très 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 simple. Vous pouvez aider vos enfants sur ces exercices-là ou sur des échauffements. Quand vous êtes avec eux, ils se déplacent dans tous les sens et ils doivent rattraper des balles ou les lancer. Et en fait, c'est suffisant. C'est-à-dire que encore une fois, ce qui est important, ça va être la répétition et l'adaptation à chaque fois. Et les choses les plus simples sont les meilleures. Il n'y a pas besoin d'équipement, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées. Ce qui est important, c'est vraiment de provoquer un peu d'adaptation chez le jeune. Et par rapport à la présentation qu'on a faite, c'est pour ça qu'on préconise la pratique d'une activité complémentaire jusqu'à tard, puisque ça va apporter énormément de choses en complément pour du tennis, pour que vos enfants soient des sportifs complets. Et c'est vraiment ça la priorité des priorités. Nico, il a mis un truc très intéressant. J'étais en train de penser à ça pendant que pendant que tu parlais, Seb. Il y a les marches des animaux. Les marches des animaux, c'est vraiment assez complet. C'est très intéressant. Ça va développer différentes motricités. Une motricité vers l'avant, vers l'arrière. Les marches des animaux, vous pouvez retrouver cette fois-ci sur YouTube. Effectivement, une vidéo qui est intéressante. C'est une vidéo donc sur YouTube qui s'intitule, si je dis pas de bêtises, 40 marches des animaux. Et vous allez voir différentes manières de se déplacer et on est dans de la motricité primordiale, vraiment. Et il y a à la fois des placements du singe, du gorille, l'alligator et ainsi de suite, qui permettent aux enfants de passer du temps peut-être au sol, d'utiliser main droite, main gauche, et ça va jouer énormément sur la coordination. Donc, très bonne remarque, Nico. Merci. Après, Tanguy, est-ce que tu peux revenir sur tu sais, la notion peut-être de rééquilibrage, sachant que le tennis est un sport assez asymétrique et que nos jeunes peuvent jouer quand même assez vite, beaucoup. De quelle manière on peut rééquilibrer physiquement Dans cette idée de rééquilibrage, l'objectif principal, effectivement, c'est de limiter la sursollicitation de l'articulation de l'épaule, par exemple, où on a tendance à engager beaucoup les parties antérieures, donc la partie face du corps humain, et l'objectif est de venir
renforcer, solliciter les parties postérieures de l'épaule et donc du corps. Et principalement, c'est réussir à améliorer le renforcement des fixateurs d'omoplates. Ok, donc on vient renforcer le haut du dos, on vient renforcer effectivement tous les muscles stabilisateurs de l'épaule via un peu de renforcement avec des petits élastiques qui existent, hein, un petit élastique de tension 7 kg, hein, la couleur bleue que vous pouvez retrouver bien souvent, permettent effectivement de rééquilibrer la sursollicitation d'un mouvement type coup droit où on va répéter vers l'avant, et là, c'est de refaire un mouvement plutôt vers l'arrière et rééquilibrer la chaîne des épaules, la ceinture scapulaire. Merci Seb. Ouais, T'as mis juste la au-dessus, il y vidéo. avait une question. T'as mis Donc la j'ai mis vidéo. un lien YouTube sur les 40 marches d'animaux dans la conversation si vous voulez Ouais, regarder c'est ce que celle-là. c'est. Elle est très bien. Ah, Y euh, a-t-il moyen de limiter l'apparition des symptômes de la maladie sévère avec une préparation physique adaptée? Il n'y a jamais aucun risque. Il y a l'objectif de la préparation physique et de l'accompagnement, c'est de réduire le risque, limiter le risque de ce type de symptômes. Maintenant, quand les symptômes arrivent, parfois les médecins demandent à ce qu'il y ait une pause, un arrêt. C'est à voir avec médecin, avec le kiné. Là, c'est difficile à dire quand les symptômes sont déjà arrivés, sont déjà présents. Celui qui a la main, c'est principalement le médecin. ouais, je suis assez d'accord. On peut limiter, on peut pas limiter, mais on peut faire en sorte d'accompagner au mieux l'intensité de l'activité par de la prévention physique, mais de toute façon, on ne pourra pas éviter complètement ce type de maladie. J'adore la question suivante. Faut-il forcer les enfants à se reposer même s'ils ont un grand appétit à faire du sport? Par exemple, le matin, il y a eu un tournoi, repos l'après-midi. Donc, est-ce qu'on force les enfants à se reposer quand ils ont une activité débordante? Tanguy, je te laisse répondre, après je donnerai ma réponse. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire, ça dépendra surtout de l'état de fatigue dans lequel ils sont. Il y a des périodes où ils sont capables d'enchaîner et d'autres périodes où accumuler semaine après semaine, vous allez voir peut-être une baisse un petit peu de régime, et même si vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de baisse de régime, il faut peut-être essayer effectivement de réduire ou limiter un petit peu. Les voyants vont être l'état de fatigue, les bâillements, peut-être les yeux qui vont cligner un petit peu plus, peut-être une humeur qui va changer un tout petit peu parce qu'il y a des émotions, un peu de frustration parfois qui va prendre un peu le dessus. C'est pas si évident effectivement à choisir. Euh, Moi, je mettrais plutôt parfois des petits temps de repos effectivement, mais vous connaissez mieux les enfants que nous, donc c'est difficile à dire comme ça. Moi, je vais faire une réponse un peu ni oui ni non. Non à considérer qu'on veut les mettre au repos en termes de performance, pour qu'ils soient plus performants. Il n'y a aucun intérêt, et au contraire, ils ont des capacités plus. Donc, faut pas hésiter pour ceux qui ont, comme on dit, une énergie débordante, à les laisser. C'est pas un problème. Mais dans une limite très importante, qui est évidemment la prévention physique et mentale, donc des petits bobos, des petits soucis. Donc évidemment que là, il faut les obliger à se reposer. Ils ont des douleurs quelconques à certains endroits, ou ils ont de la fatigue qui commence à les rendre un peu plus nerveux, à les irriter, pour éviter un phénomène qu'on appelle le surentraînement, quand les enfants sont trop souvent dans une activité et s'entraînent trop souvent. Eux, ils connaissent pas leurs limites, et c'est vous, parents, ou nous, entraîneurs, qui pouvons avoir les signes un peu précurseurs, que sont fatigue, irritabilité, pardon, de l'enfant, problème pour s'endormir, alors non habituel, tout ce qui est non habituel,
parce que les enfants ont du mal à s'endormir, mais c'est pas forcément un problème. Mais s'ils dorment bien d'habitude et que d'un coup, on voit ces signes-là, là, il faut commencer à faire attention et oui, les mettre au repos et donc faire sauter des entraînements, par exemple, sans aucun problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, faut pas hésiter à demander, ou à reposer plus précisément si besoin. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début. Effectivement, les enfants ont une meilleure capacité que nous adultes à enchaîner des activités. Ils récupèrent beaucoup plus vite et surtout, eux, ils ont un système qui est très développé, leur système aérobie, et c'est pour ça qu'ils sont toujours actifs et qu'ils ont toujours envie de jouer. Donc, ils ont une énergie débordante, oui, bah, faut les laisser. Ben, développer, pratiquer. Plus ils vont pratiquer, effectivement, plus ils vont développer des habiletés motrices. Mais bien évidemment, ben là, je vais rejoindre la deuxième partie de Seb. Il faut être vigilant sur les signes précurseurs de fatigue. On arrive à peu près à 1 heure de visio. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Le but, c'était voilà, de rester à peu près dans ce timing-là. N'hésitez pas à poser des questions à Tanguy, Vincent ou moi-même. Euh, Essaye de faire notre maximum pour vous éclairer, comme je le disais en introduction, en espérant que ça puisse vous servir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Vincent, je te laisse conclure. Tu as fait l'introduction, tu fais la conclusion. Bah, écoutez, merci Tanguy pour ton intervention, merci à Sébastien, merci à tout le monde. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous enverra là prochainement tous les documents par mail à tous ceux qui ont participé. La visio sera aussi, on l'a enregistrée, donc elle sera aussi disponible si vous avez besoin d'y revenir ou si quelqu'un a besoin de la revoir aussi également. Et dans l'idée, on va essayer de mettre en place ces visios des parents. On est parti sur un rythme d'une fois tous les 2 mois avec des thématiques un petit peu différentes. Donc, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à Sébastien si jamais vous avez certaines thématiques qui vous intéressent. Voilà. Et sur un temps, voilà, comme aujourd'hui, assez limité. En tout cas, bah, on vous remercie, puis on vous souhaite à tous une bonne soirée et puis une bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Si. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup.